Bonjour à tous, on est de retour dans le labo R&D de Cartesian. On va se parler de nouveautés et en profiter pour aborder des sujets techniques. Allez, on y va. En préambule de cette vidéo, je voudrais aborder un sujet en toute transparence qui est l'augmentation récente des prix des produits Cartesian chez tous les haut-parleurs. Alors on a décidé de conserver nos prix sur 2020 et 2021 et ce malgré l'augmentation des matières premières qui avait déjà commencé à ce moment-là. Mais actuellement, c'est plus soutenable de conserver les prix qu'il y avait jusque-là. Je vous donne quelques exemples. Le prix de l'acier faible teneur en carbone qu'on utilise pour nos haut-parleurs a augmenté de 35%. L'aluminium pour les châssis, c'est plus 25%. En moyenne, les parties mobiles, c'est de l'ordre de plus 15, plus 16% sur les membranes, les bobines, les spiders, bref. Et le pire, c'est les aimants néodymes, où là, entre les prix de 2019, de fin 2019 et les prix actuels, on peut multiplier par 3. Je vous mets la courbe pour que vous voyez à quoi ça ressemble, l'augmentation. Donc vous voyez, nous on utilise des aimants néodymes de haut grade en plus dans la plupart de nos haut-parleurs. On ne peut pas maintenir des prix de vente alors que nous, nos prix d'achat, ils augmentent. Alors on a essayer d'absorber tout ce qu'on pouvait sur l'augmentation des prix pour continuer à distribuer ces références aux passionnés et aux petites structures. Mais par contre, on a bien dû augmenter, adapter aussi nos prix de vente simplement pour que ça reste viable de distribuer ces produits. Voilà, je voulais aborder ce sujet en toute transparence pour expliquer l'augmentation récente des prix. Alors, pour la vidéo de ce mois-ci, au lieu de faire comme d'habitude, d'abord les news et après les sujets techniques, on va faire un petit peu différemment. On va parler des news et on va en profiter pour aborder les sujets techniques. On va en profiter pour répondre aux emails qu'on a reçus, à différents messages sur YouTube et aussi à différentes discussions sur des forums anglo-saxons ou français. Alors pour commencer, on va parler des deux subwoofers qui arrivent tout doucement chez tous les haut-parleurs, les subs de la gamme VHE, donc le sub 120 VHE et le sub 250 VHE. Et on va répondre à une remarque qui est assez simple sur un forum anglophone qui en substance dit qui va acheter un haut-parleur de 10 pouces à plus de 500 € alors qu'on trouve sensiblement la même chose pour 2 fois moins cher. La réponse elle est simple, c'est ceux qui ont compris que c'était pas la même chose. Alors maintenant que j'ai dit ça et que c'est très prétentieux, il va falloir l'expliquer. On va aborder deux sujets sur les haut-parleurs d'extrême grave. Blackfed, je vais utiliser ce prétexte pour aborder deux sujets techniques sur les haut-parleurs d'extrême grave. Le premier sujet, c'est la modulation qui est liée à l'inductance de la bobine mobile. Si vous prenez un haut-parleur d'extrême grave qui est fait avec une ferrite et une pièce polaire qui est relativement épaisse, qui est bien pour un haut-parleur d'extrême grave, de 6-8 mm d'épaisseur, ce qu'on trouve la plupart du temps dans des subs à 250 € à peu près, pour un 10 pouces je parle, on arrive à devoir faire une bobine mobile qui est constituée de 4 voire 6 couches. Quand on a une bobine qui est constituée d'autant de couches, alors lorsque celle-ci est parcourue par un courant, elle va créer son propre champ magnétique qui sera si intense qu'elle va s'opposer au champ magnétique de l'aimant permanent et affaiblir la valeur du champ qu'il y a dans l'entrefer. Autrement dit, lorsque le haut-parleur va fonctionner sous des grandes puissances, il va consommer beaucoup de courant et il va abaisser de ce fait son facteur de force, parce que comme je viens de le dire, la bobine étant parcourue par un grand courant et comme elle est constituée de beaucoup de couches, elle va avoir un champ magnétique suffisamment puissant pour s'opposer à l'aimant permanent qui n'est pas très puissant puisqu'il est en ferrite. Quand on veut remédier à ça, on commence par faire une bobine avec moins de couches. Dans les deux cas, sur ces deux subs, on a 2 couches. Alors comme on n'a que 2 couches, et que le facteur de force c'est le produit de la longueur du fil immergé par le champ qu'il y a dans l'entrefer, je vous renvoie simplement à Laplace, dF égale IDL vectoriel B. Comme on a moins de couches sur la bobine, on doit avoir un champ magnétique plus intense, surtout qu'on ne souhaite pas renoncer à l'épaisseur des pièces polaires et de l'entrefer. Sur celui-ci, on est à 10 ou 12 mm, et là, on est à 6 mm.
Alors avec seulement 2 couches, on doit avoir un champ magnétique qui est beaucoup plus intense. Et pour avoir un champ magnétique qui est beaucoup plus intense, on utilise des aimants néodyme de haut grade qui sont beaucoup plus coûteux. Dans ce haut-parleur là, on les voit à l'intérieur du circuit magnétique, il y a 2 bagues en néodyme. Chaque bague coûte 26$. Alors vous voyez que quand vous payez juste les 2 aimants, vous avez déjà pris un petit morceau du budget du haut-parleur. Je vous affiche à l'écran la vue éclatée du circuit magnétique de son petit frère, du Sub 120 VHE. Et vous voyez que de bas en haut, on a d'abord ce qu'on appelle un yo-yo, qui est la première pièce polaire. Ensuite, on a un spacer qui permet à la bobine de pouvoir beaucoup se déplacer sans aller taper le fond de la pièce polaire. On a un premier aimant néodyme. On a le top plate, la pièce polaire principale. On a un deuxième aimant néodyme. Et on a une 6e pièce qui permet que la bobine voit la même quantité de fer quand elle se déplace autour de sa position de repos. À cela, il faut ajouter 2 bagues en aluminium pour avoir une démodulation qui soit quasiment parfaite. Alors on se retrouve avec 8 pièces pour fabriquer le circuit magnétique. Et 8 pièces, ça a un coût. Par contre, c'est pas du tout les mêmes performances à la fin, puisque on a beaucoup moins de modulation. Donc la membrane est capable de suivre le signal musical même sous de fortes puissances. Et puis vous n'avez pas non plus la même charge pour votre amplificateur, donc à la fin vous aurez moins de distorsion puisque le haut-parleur est beaucoup plus facile à driver du fait que l'inductance ne va pas varier sans cesse. Alors, c'est un petit peu comme si on se mettait à comparer une voiture de sport avec un petit avion Cessna en disant mais la voiture de sport coûte à peu près 60 000 €, le Cessna c'est à peu près 300 000, mais les deux font 300 chevaux et pourquoi il y a un tel écart de prix? C'est pas tout à fait les mêmes technologies, ça s'adresse pas au même public, ça permet pas de traverser la France dans le même délai, bref, on parle pas de la même chose. Le deuxième point technique que je voulais aborder sur les haut-parleurs d'extrême grave, c'est la raideur des suspensions. Sur tous nos haut-parleurs, on utilise une technologie qu'on appelle Dynamic Spider et qui permet de conserver une raideur constante sur toute l'excursion. La fréquence de résonance du haut-parleur est directement liée à la raideur des suspensions. Il y a 2 paramètres qui donnent la fréquence de résonance, c'est la masse et la raideur des suspensions. Bon, alors la masse elle est constante quel que soit le niveau sonore qu'on utilise, quelle que soit l'excursion du haut-parleur. Par contre la raideur, sur l'immense majorité des haut-parleurs, elle va varier en fonction de l'excursion. Et comme j'avais expliqué dans une précédente vidéo, en prenant l'exemple d'un haut-parleur pro qui avait une fréquence de résonance autour de 35 Hz au repos et de 60 Hz quand on approche l'excursion maximale, eh bien on comprend bien que c'est plus du tout le même haut-parleur à bas niveau et à fort niveau. Le calcul que vous avez fait et qui est vrai uniquement à bas niveau sera complètement faux à fort niveau. C'est-à-dire que la charge que vous aurez étudiée, la caisse que vous aurez fabriquée avec son évent ne seront plus correctes lorsque le haut-parleur fonctionnera à fort niveau si ses paramètres Yellow-Small évoluent. C'est-à-dire que si il a des non-linéarités qui arrivent très très vite. Et sur la plupart des haut-parleurs du marché, spécialement les haut-parleurs qui sont pas très chers, on a des paramètres TNS qui restent vrais sur plus ou moins 2 mm. C'est ce qu'on a encore mesuré récemment pour une référence à près de 200 €, un sub de 10 pouces concurrent à près de 200 €. Il est à peu près linéaire sur plus ou moins 2 mm. Il a une FS qui est donnée à 26 Hz et quand on le fait fonctionner à plus ou moins 8 mm, on a plus de 60 Hz comme fréquence de résonance. Donc voilà, c'est juste pour illustrer ce qu'on apporte avec des innovations comme le Dynamic Spider. Ça c'est vrai sur les 2 subs là, c'est vrai aussi sur d'autres haut-parleurs de notre gamme. Dès que vous voyez Dynamic Spider dans la datasheet, ça veut simplement dire que le Spider a une raideur qui reste constante sur toute l'excursion du haut-parleur. Alors c'est le même type de circuit magnétique à des échelles différentes pour les 2 haut-parleurs. Ça c'est le circuit magnétique seul du haut-parleur de 10 pouces. Vous voyez qu'il y a toute une partie de l'iceberg qu'on voit pas et qui est importante pour garder une inductance constante autour de la position de repos. On nous a demandé par mail à quoi servaient ces usinages sur cette partie du circuit magnétique.
Eh bien, quand le haut-parleur fonctionne, la bobine elle arrive à peu près à ce niveau-là dans le circuit magnétique. Et en faisant ces usinages, on va doubler la surface de radiation, de dissipation thermique de la pièce polaire. C'est-à-dire que quand la bobine est soumise à de grandes puissances, elle va chauffer. Et il y a deux écoles, ceux qui veulent faire des bobines de plus en plus costauds pour résister à la puissance, et notre école qui est de dissiper les calories. Au lieu de se battre contre eux, il faut bien les transformer en autre chose, donc on va les dissiper en chaleur. Et donc, en doublant la surface de radiation ici, on peut plus facilement, c'est comme un radiateur, dissiper les calories en chaleur. Et on utilise en fait l'air qui vient ici. Il y a des trous, des perçages sous le châssis qui permettent de créer un flux d'air par le mouvement du spider et donc de brasser de l'air dans cette zone-là pour refroidir la pièce polaire et donc refroidir la bobine puisqu'elle va continuer à donner sa chaleur à la pièce polaire, mais comme la pièce polaire n'augmente pas sa température, eh bien ça permet de conserver un fonctionnement thermique qui est tout à fait convenable et donc de ne pas risquer de d'abord casser le haut-parleur, mais de dégrader les performances du haut-parleur lorsque le haut-parleur fonctionne sous des puissances élevées pendant une longue durée. Ce qui normalement est pas le cas. On a ce qu'on appelle de la compression dynamique qui arrive. On pourra faire une vidéo là-dessus, je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là aujourd'hui. Donc voilà, ces deux haut-parleurs là sont disponibles, je pense, à la fin de cette semaine chez tous les haut-parleurs, le temps que ce soit mis en stock. Et le petit, si on peut quand même en dire deux mots, on a fait le maximum pour que ce petit haut-parleur de 4 pouces puisse fonctionner dans une enceinte 2 voix, même coupé relativement haut en fréquence grâce au matériau CGF qui est utilisé ici. On va proposer également un kit avec ce haut-parleur là qui reprendra les mêmes dimensions que le premier kit de la Courtisane 4.2. Simplement on va mettre un tweeter un petit peu plus haut de gamme pour vraiment faire une enceinte très compacte de très haute performance qui restera accessible à un grand nombre de passionnés. Allez, on passe au deuxième sujet des news. Pour le deuxième sujet technique, on va se parler du haut-parleur de Medium qui arrive aussi chez tous les haut-parleurs dans la gamme VHE, c'est donc le MID 120 VHE. Et alors on va faire un petit peu la genèse du produit, expliquer comment on est arrivé à faire ce haut-parleur, et aussi on va en profiter pour faire deux choses, c'est répondre aux différents commentaires ou questions qu'il y a sur les forums francophones, anglophones, et aussi se reparler, finir le sujet des membranes. Alors on y va, le MID 120 VHE il est là. Et c'est un haut-parleur qu'on a fait à la base pour répondre à la problématique de l'un de nos clients, une grande marque hi-fi haut de gamme, qui nous disait que pour eux, faire une enceinte 3 voix était plus complexe qu'une enceinte 2 voix, par deux aspects, le filtre, mais aussi l'ébénisterie, puisque pour un médium à cône, il faut faire une boîte dans la boîte. Alors on a résolu cette problématique en faisant un haut-parleur de très faible profondeur. Entre l'arrière du châssis et l'arrière du haut-parleur, on a 39 mm. Et comme les enceintes hi-fi haut de gamme sont souvent faites en panneaux de 30 mm d'épaisseur, il suffit de prendre la façade, 30 mm, puis de coller derrière cette façade deux autres panneaux de 30 mm. On arrive à 90 mm de profondeur. Et donc on a un volume suffisant pour intégrer ce haut-parleur, un volume clos suffisant pour intégrer le haut-parleur de Medium sans avoir à faire un assemblage de panneaux collés comme on fait d'ordinaire. Et soit dit en passant, le fait de coller des panneaux comme ça qui seront ajourés pour laisser un volume, ça fait un assemblage qui est très 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 rigide, plus rigide qu'un assemblage ordinaire de panneaux collés. Donc voilà, la première contrainte qu'on a eue au départ de ce développement-là, c'était une très faible profondeur. Ensuite, il faut regarder un petit peu les autres aspects du haut-parleur sur la bande passante et la sensibilité. Alors je vais commencer par la bande passante en répondant à différentes questions sur les forums. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est faire un haut-parleur de médium qui étende la bande passante vers le bas. Si on regarde ce qu'est vraiment le médium, on constate que les fréquences de la voix d'un homme, la fréquence fondamentale de la voix d'un homme, ça se situe aux alentours de 180 Hz.
Si on veut prendre la fréquence fondamentale de la voix humaine dans la reproduction du médium, alors il faut que le haut-parleur de médium soit capable de reproduire 180 Hz. Donc ce qu'on a voulu faire, c'est tirer la bande passante plutôt vers le bas. C'est pour ça que la fréquence de résonance à l'air libre du haut-parleur est autour de 104 Hz, ce qui fait que dans un petit boîtier clos, on peut espérer faire travailler le haut-parleur à partir de 180-200 Hz en fonction du volume que vous choisirez. Et comme la bande passante est étendue si basse, nous on a réfléchi au cas d'usage. Quelqu'un qui utilise un médium dès 180 Hz, ça veut dire qu'il a une enceinte qui est active, parce qu'on n'imagine pas, ou mal, une enceinte passive filtrée à des fréquences aussi basses, ne serait-ce que pour vos haut-parleurs de grave. Si vous voulez filtrer un boomer de 8 ohms à 180 Hz, il va vous falloir une self peut-être de 5 mH, je sais pas, mais une telle self va vous coûter plus cher que le haut-parleur de grave si vous voulez qu'elle soit de qualité. Et puis il y aura plein d'autres problèmes liés à la résistance série qui va changer le QTS de votre haut-parleur, etc., etc. Donc c'est vraiment pas recommandé de faire ça. Surtout qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de DSP qui permettent de faire des filtres actifs très performants et qui sont pas très coûteux. Donc voilà, le cas d'usage, c'était une enceinte active. Et donc, comme l'enceinte est active, on s'est dit qu'on pouvait aussi faire un filtre passe bas, c'est-à-dire pour arrêter le haut-parleur de médium dans l'aigu, qui soit avec une pente très raide de l'ordre de 48 dB par octave, ce qui n'est pas très compliqué avec un filtre actif numérique. Alors une fois qu'on a ces cas de usage là, assemblage avec faible profondeur dans une enceinte active, on se dit que ce qu'on voudrait, c'est tirer le meilleur de ça et donc avoir un haut-parleur qui soit le plus dynamique, le plus neutre possible. Et donc on a travaillé pour optimiser le rendement. On a quasiment 92 dB pour 2,8 volts à 1 mètre, ce qui pour un haut-parleur de 120 mm de diamètre est vraiment pas mal. Et pour y arriver, on a travaillé sur le circuit magnétique et la membrane. Alors la membrane, on a voulu qu'elle soit la plus rigide possible. On a développé une toute nouvelle membrane dédiée à ce haut-parleur de médium. Ça, c'est la membrane du WAM120 VMS et ça, c'est la membrane du MIT 120 VHE. Alors, c'est toujours une membrane hexagone, donc avec une structure hexagonale embossée sur le papier à l'arrière de la membrane. Sauf que les hexagones ne font pas la même taille parce qu'on n'a pas voulu les mêmes propriétés de raideur et d'amortissement sur la membrane. Aussi, sur le haut-parleur de le WAM 120, on a une suspension en caoutchouc, alors que sur le MIT 120, on a une suspension en tissu. Alors là, j'en profite pour répondre à une remarque sur pourquoi le MIT 120 fractionne plus tôt que le WAM 120, alors que le WAM 120 coûte moins cher. Eh ben, c'est parce que c'est, encore une fois, pas le même usage. Si on veut un cone breakup qui soit moins marqué et qui soit marqué plus haut en fréquence, alors on va utiliser la suspension pour amortir la fréquence de fractionnement du cône à sa périphérie. En faisant cela, on va augmenter les pertes mécaniques liées à la déformation du caoutchouc. Donc le haut-parleur aura une réponse en fréquence qui sera plus linéaire, mais on aura un régime transitoire qui sera moins bon, et on aura un haut-parleur qui ne sera pas capable de faire des écarts de microdynamique aussi facilement qu'un haut-parleur avec une suspension qui est extrêmement souple avec très peu de pertes mécaniques. Et nous, ce qu'on voulait faire, c'est un haut-parleur de médium qui soit excellent sur le médium, mais qui soit concentré sur le médium. Donc on ne va pas imaginer aller faire vraiment du grave, et là on aurait besoin de cette suspension en caoutchouc, comme pour le WAM 120 VMS qui résonne autour de 60 ou 65 Hz. Donc là, on a une suspension en tissu qui est extrêmement légère, et qui est traité et qui a très très peu de pertes mécaniques, donc le haut-parleur, la membrane sur sa périphérie ne sera pas maintenue par la suspension caoutchouc. C'est pour ça que vous remarquerez que sur la périphérie de la membrane, elle finit pas droite, elle finit et il y a un petit angle, un petit repli pour augmenter sa rigidité sur la périphérie et compenser le fait que vraiment la suspension ne va jamais freiner ni amortir la périphérie de la membrane. Donc voilà, ça c'est un nouveau point pour se parler des membranes. Ce que je peux vous dire encore, c'est
Le dust cap, il est dans notre matériau CGF, donc là vous voyez de la fibre de verre et de l'autre côté de la fibre de carbone, et entre les deux une recette secrète. Et quand on assemble les deux, on a un équipage mobile qui est ultra rigide, c'est pour ça qu'il y a un cone breakup qui est marqué. Alors le premier cone breakup, il est à 4100 Hz de tête, je vais afficher le waterfall pour que vous voyez ça, et donc en filtrant à 3000 Hz avec un filtre actif à 48 dB par octave, ça pose absolument aucun problème, sachant que il y a des tweeters, je pense particulièrement au TWT28 VMS accompagné de l'amorce de pavillon en aluminium qui est vendu séparément. Couplé à ces fréquences-là, ça marche extrêmement bien. On a fait des essais ici et on a un son qui va de 180 à 200 Hz jusqu'à plus de 22 kHz dans l'axe et qui est extrêmement détaillé, extrêmement dynamique. Bref, tout ce qu'on attend d'un bon produit audio assez haut de gamme. Donc voilà pour la membrane. Alors, ce que je peux rajouter pour terminer les explications sur les membranes. Pour récapituler, on avait vu dans la vidéo du mois de décembre que la masse de la membrane seule n'apportait pas, mais qu'il fallait voir le budget masse, donc qui inclut aussi le poids de la bobine, et que la rigidité et l'amortissement de la membrane ne dépendaient pas que du matériau, mais aussi de la géométrie. Là, on vient d'ajouter l'information que une des deux liaisons mécaniques de la membrane, celle qui est à la périphérie, est faite par la suspension, et qu'en fonction de la raideur et de l'amortissement de cette suspension, on allait amortir le cone breakup à la périphérie de la membrane. Plus on amortit, plus le cone breakup est loin, mais moins on a un régime transitoire qui est bon. La deuxième liaison mécanique qu'il y a avec la membrane, c'est au centre, là où on attache la bobine. Alors on peut voir, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais l'intérieur de la membrane, proche de la bobine, elle est plus foncée, parce qu'il y a un traitement chimique, c'est un durcisseur qui va rendre la membrane plus rigide à cet endroit-là pour améliorer le couplage mécanique. Et donc, alors, si vous voyez le rond là de la membrane, si je me mets à la plier pour simuler un fractionnement, vous voyez qu'au lieu d'avoir un rond, j'ai une ellipse. Et donc on pourrait se dire que pour éviter qu'elle se torte, qu'elle se fractionne, il faut que le rond reste un rond et qu'il ne devienne pas une ellipse. Et donc il faudrait que j'ai un cylindre à l'intérieur qui soit extrêmement rigide. Alors une fois que j'ai dit ça, vous avez compris que le matériau support de la bobine va jouer son importance pour le fractionnement de la membrane. C'est une des raisons pour lesquelles dans la gamme VHE, on a recours à des matériaux comme le titane pour le support de la bobine, là où dans la gamme VMS, on a du polyimide ou de l'aluminium. Du temps que je parle de la bobine, on y arrive. Donc la bobine du MID 120 VHE, elle est faite dans un aluminium qui est traité avec un autre matériau que je dévoilerai pas, qui est blanc là autour. Et la bobine, on a beaucoup travaillé là-dessus. C'est un fil en aluminium qui est recouvert de cuivre. Il y a une seule couche, donc on a une très faible inductance, donc une très faible modulation. Et surtout, c'est une section carrée, c'est-à-dire que c'est pas une section de fil ronde qui constitue la bobine, mais c'est un ruban. Et quand c'est un ruban, on n'a pas les interstices d'air de perte comme on a entre les spires d'une bobine à section ronde ordinaire. Donc en faisant ça, on maximise le facteur de force sans gréver la masse et surtout on diminue l'inductance. Donc le budget masse pour le MID 120 VHE, on est à 3,6 grammes au total pour la bobine, la membrane et une partie de ses suspensions, plus une partie du spider et le dust cap. Donc on a vraiment une masse mobile qui est extrêmement légère. À comparaison, je pense que la membrane seule du UAM 120 VMS dépasse déjà les 3 grammes 5 ou 4 grammes. Donc voilà, en substance, qu'on peut dire sur le MID 120 VHE. Il y a une dernière chose que je voudrais ajouter, c'est sur la construction en elle-même du haut-parleur. On a dessiné ce haut-parleur pour qu'il n'ait aucune cavité close à l'intérieur, c'est-à-dire que tout est décompressé. Il y a des ouvertures dans le support de la bobine pour que la cavité qui est derrière le dust cap ne soit pas une poche d'air, donc ça va pas résonner, ça va pas colorer le son et ça va pas freiner l'équipage mobile. Ajouter une pièce derrière le spider pour libérer toute l'onde arrière, autant celle qui provient de la membrane que celle qui provient du spider, et sur un haut-parleur dont le diamètre du spider est quasiment égal à celui de la membrane, c'est pas négligeable.
Détail, même les 3 trous que vous voyez là, c'est pour décompresser le volume qui est dans l'entrefer du circuit magnétique. Donc il n'y a vraiment aucun volume clos derrière l'équipage mobile du haut-parleur pour avoir un son qui soit vraiment neutre et jamais freiner l'équipage mobile. Donc voilà ce qu'on pouvait dire en synthèse pour le MID 120 VHE, d'où il vient, un petit peu finir le chapitre sur les membranes et puis expliquer un petit peu pourquoi les performances du MID 120 VHE sur la réponse en fréquence sont comme ça. Ce que je pourrais rajouter pour la réponse en fréquence, on a beaucoup parlé là de régime transitoire et pour nous chez Cartesian, le régime transitoire c'est extrêmement important parce que l'oreille humaine c'est essentiellement un capteur de transitoire. Alors bien sûr la réponse en fréquence c'est une des mesures qui est importante dans le développement d'un haut-parleur, mais c'est pas la seule et c'est même peut-être pas la plus importante. Il faut regarder dans le temps ce qui se passe, en combien de temps le haut-parleur est capable de créer un son pour chaque fréquence, en combien de temps il est capable de ne plus émettre aucun son alors qu'il est en train d'en jouer. Donc voilà, il faut regarder le régime temporel, et puis comme je le disais quand j'ai parlé des subwoofers juste avant, il faut aussi regarder sur quelle excursion le haut-parleur est capable de conserver ses propriétés. La réponse en fréquence, c'est important, mais ça satisfait surtout le microphone qui est un capteur de pression et pas un capteur de transitoire. Donc le régime transitoire pour nous c'est vraiment quelque chose à privilégier, et pour faire un bon haut-parleur de médium il faut que le régime transitoire soit excellent, qu'il y ait un facteur d'accélération qui soit très grand, et ça c'est donné en divisant le facteur de force par l'équipage mobile, et donc là on voit que c'est très très avantageux sur ce haut-parleur là. Voilà pour cette vidéo. La prochaine fois, alors je sais pas quand ça se sera, j'aimerais que ce soit d'ici 2-3 semaines, pour vous parler des 2 haut-parleurs de grave de la gamme VHE qui arrivent aussi chez tous les haut-parleurs, le WOM 165 VHE et le WOM 145 VHE. On va en profiter je pense pour se parler des bobines. On va continuer, là on a vu les matériaux et un petit peu les fils, on va en profiter pour parler des bobines courtes. Et je voudrais en profiter pour vous dire que quand un nouveau haut-parleur arrive chez tous les haut-parleurs, nous en général on met notre site internet à jour lorsque nous transmettons la datasheet à tous les haut-parleurs. Et je dis en général parce qu'il y a toujours des haut-parleurs qui sont manquants sur notre site internet, il sera bientôt refait, donc on attend un petit peu pour tout mettre à jour en une fois. Voilà, sur ce, si vous n'êtes pas abonné, faites-le, ça nous fait plaisir et ça donne de la visibilité à la chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine et je vous dis à bientôt.